68e C'est intéressant room. parce que je suis vraiment le cordonnier. Merci pour ce billet. Ah, Si les vous gens qui voulez. disent non, on peut mettre un Oui, mais tiret, j'ai et fait les les gens riffs qui avec disent non, on peut pas mettre de Merci, tiret, c'est room de qualité. Vous êtes les Oui, bienvenus moi, je là, vous à monter remercie, sur stage c'est pour. passionnant. D'abord, il est souvent complexe Merci, d'avoir Frédéric, une pour bonne tout. idée au bon moment. Ça fait longtemps. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je sens une certaine pression. Salut tout le monde. C'est exactement ce que j'allais dire. Le pod est la 79e épisode. Et je vois Fred qui vient d'arriver. Salut Fred, j'ai bien eu ton message. Bonjour, on va bonjour. gérer. Salut Fred, alors je parlais de Fred Avenir, mais aussi Fred Brûlatour. Ah oui, d'accord. Qui est, non, Oui, parce non, que je voyais pas Fred de souci. arriver, mais l'autre Fred qui était dans la room. Étienne, qui est avec nous aussi, qui fait partie de la team salut à maintenant tous. et qui va être de plus en plus dans la team avec Podcast Magazine qui s'annonce fort bien. On a fait plein de choses ces derniers jours là pour Podcast Magazine. Et on va parler aujourd'hui de site web et de podcast. Et on va bien entendu vous solliciter parce qu'on a vraiment envie de savoir ce que vous utilisez comme solution pour vos sites web. Si vous avez envie de faire un site web pour votre podcast, parce que c'est quand même la question, est-ce qu'on est obligé de faire un site web ou de ne pas faire un site web quand on fait du podcast, et si on a envie d'en faire, pourquoi est-ce qu'on en fait, sachant que déjà les hébergeurs vous en proposent, est-ce qu'il y a un intérêt, est-ce qu'il n'y a pas d'intérêt, plein de questions auxquelles bien entendu on a envie de vous répondre, et on peut vous répondre, mais dans lesquelles on a envie aussi de vous entendre. Alors je sais que vous êtes en train de manger, que vous n'êtes pas disponible, mais si vous pouvez monter quand même pour nous dire ce que vous pensez, quelle solution vous utilisez, quel intérêt ou pas, vraiment, on vous invite à cliquer sur la petite main et à monter dès que vous le pouvez. Après, bien entendu, le billet de Brûlatour que nous attendons tous avec toujours beaucoup d'impatience. Salut Christophe qui vient d'arriver. C'est parti, monsieur Brûlatour, pour le billet? On peut y aller tout de suite autour de... Radio House. Ah, petit jingle quand même. Ah, j'ai oublié le jingle. Le jingle est prioritaire. Autour de ces quelques conseils donc pour lancer son site web. Bon, il faut imaginer un site web comme une sorte de quartier général de votre travail. Ça, on l'a souvent dit ici, pas forcément d'ailleurs comme la principale porte d'entrée pour vos productions, mais comme un endroit où sont regroupés tout ce qui vous caractérise, c'est-à-dire vos valeurs, vos travaux, votre actu, votre communauté. Résumé du meilleur de ce qui vous caractérise en seulement quelques pages. Car, et c'est mon premier point, moins il y a de pages, moins l'investissement est élevé, moins l'investissement est important, et on doit le rappeler, car lorsqu'on fait le choix de développer un site web, on a toujours tendance à opter pour des dizaines de pages, pour des rubriques dans tous les sens, pour des gadgets qui sont intégrés, qui vont donner naissance à une sorte d'arborescence très complexe, et on le verra plus tard en tous les cas, l'ennemi de l'internaute, c'est la complexité d'utilisation, c'est l'expérience utilisateur. Donc ici aussi, comme dans de nombreux domaines, plus l'ossature est simple, mieux c'est, parce que ça va exiger moins de temps dans la gestion interne de votre site. Et puis le temps, c'est de l'argent, donc freinez vos ardeurs, sauf bien sûr si vous disposez d'une équipe dédiée à ça, et surtout si vous disposez d'un budget. Premièrement, le penser intelligemment. Le site web vous représente, c'est la vitrine de votre travail, et donc particulièrement nécessaire de le penser intelligemment. Alors parfois d'ailleurs assez longuement, il faut que le projet mûrisse, si j'ose dire, et puis aussi garder dans l'esprit que c'est pas forcément ici que vous allez générer de l'audience, hein. C'est comme on l'a dit il y a quelques secondes, une porte d'entrée, c'est une porte d'entrée, mais c'est pas non plus la principale porte d'entrée. Vos auditeurs sont prioritairement sur les réseaux sociaux, et vous devez donc comprendre qu'il est nécessaire dans un premier temps d'aller les chercher là où ils sont, les aguicher, les encourager, les motiver sur ces réseaux sociaux-là pour qu'ils transitent ensuite peut-être vers votre site web. En amont de votre site web, il y a donc un gros travail à mener sur ces réseaux sociaux afin de créer du lien et donc une communauté qui sera ensuite invitée à aller sur votre site. 2. Dans les entrailles du site. Alors on ne parlera pas ici de l'aspect strictement technique d'un site web parce que je n'aurai pas le temps dans le billet et que ça prendrait un temps fou parce que le sujet est quasiment inépuisable, mais néanmoins je vais partager avec vous 2 ou 3 constats qui vous permettront d'y voir un petit peu plus clair. D'abord, l'adresse du site web qui doit être facilement mémorisable, on est tous d'accord là-dessus, plus elle est courte, plus elle est originale, mieux c'est. Et même si les extensions sont de plus en plus nombreuses aujourd'hui, ce qui n'est alors pas surprenant d'observer des adresses qui n'ont absolument d'ailleurs aujourd'hui plus rien à voir avec le contenu des sites qui sont proposés, on essaye d'abord de se positionner comme une marque, donc d'abord faire le bon choix de son adresse. Ensuite, il faut penser qu'un site web, ça se consulte plus seulement sur un Mac ou sur un PC. Les internautes sont de plus en plus nombreux à surfer grâce à leur tablette ou grâce à leur téléphone. Alors à terme, l'audience devrait, selon moi, passer essentiellement par ces 2 supports qui sont liés à la mobilité. Donc nécessaire de proposer, si j'ose dire, 2 versions
pour votre site web, une version pour les Mac, les PC, et puis surtout une version pour les appareils mobiles, ou alors les deux à la fois. Et dans ce cas, on parle de responsive design. Enfin, sur le plan strictement technique toujours, il faut bien choisir son moteur. Plus ses capacités sont nombreuses, forcément, plus elles vous demanderont du temps, principalement une prise en main, qui n'est pas forcément délicate, mais elle est quand même relativement longue. Ce que l'on appelle le back-office doit donc être facile d'utilisation, mais aussi répondre à vos besoins, à votre stratégie. 3. Encourager l'internaute à concrétiser une action. Alors, quelques exemples de ce que vous pourriez faire au-delà de la simple rédaction d'articles et de la seule mise en ligne de photos. C'est par exemple l'envoi d'une newsletter, j'y arrive pas aujourd'hui, c'est très énervant, vous avez remarqué, je bute sur tous les mots, je sais pas si ça va être freudier encore une fois. Non, ça va être ça, t'as mal dormi. Non, mais je sais pas, c'est agaçant, parce que j'aime bien quand les choses sont dites clairement. Je suis articulé. Il faut prendre du temps. Donc, là, le temps long, tu sais, c'est ça qui marche bien. Non, mais je sais, mais c'est une vertu des temps anciens, donc c'est pour ça. L'envoi d'une newsletter, par exemple, donc disais-je, l'insertion d'un lecteur audio ou vidéo, l'ouverture d'une boutique aussi, c'est très à la mode, vous permettra de commercialiser des bonus, des abonnements, la création d'un espace réservé à vos abonnés, la possibilité d'un partage simple mais efficace sur l'ensemble des réseaux sociaux. C'est pas souvent abouti sur certains back-office. Donc, est-ce que vous avez besoin de l'ensemble de ces outils ou simplement de quelques-uns? Vous êtes le seul à pouvoir répondre à cette question. Mais il faut y penser et se décider parce qu'une fois que votre site sera en ligne, l'importation de nouveaux outils sera plus difficile, notamment en termes de compatibilité. Donc, il faut choisir intelligemment ce qu'on appelle un CMS. Alors, il y a deux sortes, il y a les gratuits, il y a les payants. Pour la première catégorie, vous avez WordPress, vous avez Joomla. Rien n'est jamais gratuit. Non. On en parlera tout à l'heure. Mais vous pouvez vous appuyer sur une communauté d'utilisateurs qui est souvent une communauté qui est très réactive. Bon, là, pour le coup, elle est gratuite. Bref, dans tous les cas, vous ne perdez pas de vue ce que l'on appelle l'entonnoir de conversion. C'est important parce qu'il faut aussi que votre site web serve à convertir les visites, par exemple en abonnement, en achat, je sais pas moi, en partage, par exemple. Et puis ensuite, viendra le temps d'en parler la semaine dernière du call to action qui encouragera un internaute à concrétiser une action sur votre site. Donc, par exemple, s'inscrire à une newsletter, répondre à un sondage, etc. 3 ou 4, l'expérience utilisateur d'abord. J'en ai parlé très rapidement en préambule. Mais si vous deviez retenir une seule qualité indispensable liée à votre futur site web, c'est l'expérience utilisateur qu'il procure. Ça repose sur un savant mélange. La clarté, la rapidité d'exécution, bien sûr, la visibilité dans les moteurs de recherche, et puis on l'oublie trop souvent, son utilité. Et moi, je suis très sensible à l'utilité d'un site Internet, l'intérêt qu'il apporte par rapport à d'autres sites similaires. Ça dépasse, vous voyez, la seule ergonomie classique. Et d'ailleurs, à ce propos, juste une parenthèse, Philippe, et les autres, vous trouverez sur le web des sites qui sont visuellement peu engageants, qui sont très pauvres, mais ce genre de défaut contrebalance parfois avec un contenu de haute qualité. Je me permets juste de vous le faire remarquer parce que même sans budget conséquent, il est toujours possible de mettre en ligne un web design à minima. Et si votre contenu a un réel intérêt, alors les internautes suivront et la pauvreté qui caractérise visuellement votre site web deviendra probablement même une signature. Évitez la customisation. Alors mon expérience personnelle me pousse à vous dire que moins les couleurs sont nombreuses, moins les polices sont nombreuses, moins les rubriques sont nombreuses, moins vous optez pour la stratégie, vous savez, progressive du millefeuille, sans vous en apercevoir d'ailleurs. Au bout d'un an, vous vous dites, oh là, tout ce que j'ai ajouté. Et donc, une chienne n'y retrouverait pas ses petits, en quelque sorte, pour prendre cette métaphore. Donc, plus vous évitez ça, mieux ce sera. Et plus votre site sera épuré, plus vite l'internaute comprendra sa mécanique et y trouvera ses marques. Ce qui signifie que la simplicité pour s'y balader de page en page, la simplicité pour télécharger des fichiers, la simplicité pour s'inscrire, pour s'abonner, pour partager, pour commander, doit être facilitée au maximum. Vous voyez, l'internaute, quand il arrive, il a une tête, il n'y a plus de place à l'intérieur, donc il ne peut pas résoudre des équations devant un écran. Il faut que ce soit simple et rapide. Et puis enfin, votre site doit parfois évoluer, comme par exemple les grilles des radios qui évoluent chaque année pour la rentrée de septembre. L'internaute doit aussi constater que votre site, ça bouge un peu, que ce n'est pas quelque chose d'amorphe et que son contenu, son habillage, il évolue un peu avec le temps, avec les modes, avec les outils, en fonction de votre actualité ou en fonction d'une actualité extérieure. Bon, la semaine dernière, j'ai fait très long, donc j'ai pesé le pour et le contre, c'était pas super intéressant d'ailleurs,
Donc il y a encore toute une partie que je ne déclinerai pas et que vous pouvez aller chercher soit sur le site du pod, enfin pas maintenant parce que j'ai pas eu le temps de le mettre en ligne. Je l'ai mis en ligne sur mon blog, sur brûlatour.fr. Je vous ai mis 5 conseils à impérativement suivre, enfin à impérativement suivre. Je suis pas Raël, hein, donc vous faites ce que vous voulez, quoi. Soignez l'orthographe, mettre à jour régulièrement, mesurer toujours l'intérêt, occuper les réseaux sociaux et investir. Puis je vous ai mis aussi une liste de sites qui sont intéressants. C'est nous qui les faisons. Donc je vous ai mis une liste de liens sous l'article. Ça s'appelle quelques exemples de sites. Nous, on est spécialisé dans le B2B, pas dans le B2C. C'est vraiment une grande différence. Donc des sites qui sont réalisés par nos soins et notamment par l'équipe de Philippe. Et vous verrez l'illustration des propos que je viens de vous donner. Puis ces 5 conseils qui sont soigner l'orthographe souvent. Il faut vraiment soigner l'orthographe parce que ça décrédibilise beaucoup le message. Mettre à jour souvent le contenu. Mesurer toujours l'intérêt. Est-ce que ce que j'ai fait aujourd'hui a été ennuyeux pour moi et puis aussi pour les internautes? Et ça, c'est des questions qui sont simples et qu'il faut se poser tous les jours. Donc, je vous les ai mis. Vous les découvrirez dans la suite de l'article. Voilà, Philippe. Eh ben merci. Alors, je rappelle qu'on ne vend pas de site web et que ce n'est pas dans cet objectif-là que nous faisons la Room. On parle de Room et de créer un site web pour votre podcast. Est-ce que ça a un intérêt? Alors, le sujet est vraiment vaste. Hein. Tous ceux qui veulent prendre la parole sont les bienvenus, soit pour réagir sur le billet, soit pour enchaîner directement sur le sujet. Aujourd'hui, pour faire simple, est-ce qu'il faut, selon vous, ceux qui sont dans la room et bien entendu aussi ceux qui écoutent en replay, on sait qu'on a beaucoup de gens qui écoutent en replay et le podcast sur le site lepod.fr/podcast fonctionne vraiment bien puisqu'on a de plus en plus d'écoutes à chaque fois qu'on publie les épisodes. Donc on a des récurrents, on est très heureux que vous soyez à l'écoute de ce podcast puisque vous êtes certainement des podcasteurs. Est-ce qu'il faut, selon vous, avoir un site web pour quand on a un podcast? C'est d'abord une des premières réponses qu'on peut donner, c'est qu'il faut avoir le temps de s'en occuper. Parce que ça prend du temps, surtout quand on ne s'y connaît pas, bien que il existe des outils qui vous fassent gagner du temps selon le site web que vous avez envie de mettre en place. Et là, il y a pléthore d'outils dont on pourrait parler, et donc on parle souvent de WordPress pour créer un site web. Est-ce que WordPress est la meilleure solution? En fait, ça va dépendre de votre niveau de compétence ou des personnes qui vous entourent et qui vont vous permettre de pouvoir créer un site web à un coût. Parce que de toute façon, quoi que vous fassiez, à moins que vous ayez votre propre serveur chez vous, mais de toute façon avoir votre propre serveur chez vous coûte de l'argent aussi. C'est-à-dire que si vous avez un Synology, vous savez, c'est un espèce de serveur que vous connectez à votre fibre optique. Il y a un coût aussi pour ce serveur, avec du stockage, avec des disques durs. Donc en fait, quoi que vous fassiez, n'imaginez pas qu'un site web, ça coûte 0. Ça, c'est pour moi le premier constat. Et à chaque fois, avant, on faisait des sites web on était agence de com et on faisait des sites web pour des gens externes. On a arrêté de le faire parce que maintenant, on se concentre sur nous et on a trop de sites à gérer et on a trop de sites à s'occuper. Donc, nous, ce qu'il nous faut, c'est des outils qui soient efficaces. Et je vois Zuber qui arrive, donc je pense qu'on va parler de aussi l'accessibilité des sites web, ce qui est aussi important, et ça sera un sujet dont on parlera avec plaisir. Mais il faut de toute façon y mettre un certain prix. Et en général, quand vous allez sur les plateformes, alors WordPress, on dit c'est gratuit. Non, WordPress, c'est pas gratuit. Il faut que vous ayez un hébergement. Et cet hébergement, oui, si vous avez votre pop serveur et que vous l'avez acheté, vous pouvez héberger chez vous. Il faut déjà avoir une certaine compétence pour installer ça sur un serveur. Si on met du WordPress, il faut déjà avoir une certaine compétence dans WordPress parce que derrière, et je parle en connaissance de cause, moi j'étais vraiment anti-WordPress, parce que je m'y étais mis il y a très longtemps. Le premier site que j'ai créé, pour vous dire, c'était en 1997. Oui, je dis bien 1997. En Suède, j'avais créé le premier site du guide radio, le guideradio.com, en Perl. Donc je vais vous dire, je m'y connaissais un peu à l'époque. Ensuite, on a fait du site internet en HTML direct, pur et dur codage. Et ensuite,
Et je me suis mis à WordPress, j'ai regardé WordPress et je me dis jamais je m'habituerai. On a démarré sur un outil qui s'appelle WMaker, des Corses qui en 2003 ont démarré une plateforme assez géniale pour l'époque, qui était Webzine Maker, ça s'appelait, et qui faisait tout en un. C'est-à-dire qu'il y avait un outil newsletter, il y avait des abonnements, et c'est la lettre pro de la radio aujourd'hui. Le pod, c'est du WMaker, c'est-à-dire que c'est vraiment pas fun au niveau design. Par contre, c'est d'une efficacité et d'un référencement en termes de SEO qui est juste sans égal. Et vous avez quasiment rien à faire. Mais par contre, c'est pas très fun. Au niveau du design, on arrive à faire des choses, mais c'est vraiment fait pour du magazine. Et ça a un coût, bien entendu, mais le coût est le même depuis 2003. Ça veut dire que le web a évolué et le coût a été le même. Donc ça, c'est des plateformes qui sont assez uniques. C'est pas du Wix, c'est vraiment du propriétaire. Et il existe des centaines et des centaines d'autres systèmes comme ça. Par contre, des systèmes qui intègrent des newsletters comme on l'a, je ne sais pas si vous êtes abonné à la newsletter du pod, elle est pas géniale parce qu'elle n'est pas responsive. Mais on a en 3 clics la capacité de récupérer ces articles et de les envoyer en newsletter. Donc ça, c'est déjà des outils il nous faut des outils utiles, rapides, simples à faire. Donc ça, c'est un outil en plus qui ne demande aucun code, aucune installation, aucun WordPress, aucun serveur. Tout est du clé en main, mais propriétaire. Donc vous avez accès à vos données si vous voulez, vous pouvez les sauvegarder, mais... donc ça, on utilise ça parce que c'est simple, il n'y a pas de code à mettre. Et je me suis remis à faire du WordPress. Et là, quand on se lance à faire du WordPress, là, il faut s'y connaître en plugin. Et si on commence à faire soi-même son gabarit ou à utiliser un gabarit de WordPress gratuit, c'est la croix et la bannière. Donc en général, ce qu'on fait, nous, je vous donne nos trucs, après vous montez sur la room pour dire comment vous faites, vos sites web et comment vous les développez, ou quelle plateforme vous utilisez, parce qu'il je vous dis, il y en a je dirais plus des centaines que des centaines, il y en a je pense, des milliers de différentes solutions pour faire des sites web aujourd'hui. En fait, on va acheter un gabarit, ça s'appelle des templates sur des sites. Il y en a, alors pareil, il y en a beaucoup. Nous, on aime bien Graphic River, en fait, cet univers de Envato, qui sont des Américains, sont des développeurs qui déposent des gabarits. Ça va vous coûter 20 ou 50 $, ça dépend ce que vous prenez et quelle licence vous avez. Vous le prenez, vous l'installez sur votre WordPress et après, il vous conseille d'installer des plugins, il vous conseille de faire ci, de faire ça, vous faites ça. Alors souvent, les plugins, il va falloir acheter le premium parce que si vous voulez toutes les fonctionnalités, il faut aller acheter le premium. Donc au final, ça vous coûte un petit billet, 50 € plus les plugins, plus les trucs. En général, avec l'hébergement, vous vous en sortez. L'hébergement, ça va être quoi? Entre du 5 € à 15 € par mois. Et ensuite, ça va vous ajouter peut-être, on va dire, 50, 100 € par mois de plugins selon les plugins que vous voulez utiliser, qui vont vous être utiles pour l'exploitation de votre site web. Donc, c'est compliqué tout de suite du WordPress. Et je ne parle pas après des autres plateformes, genre Joomla ou Drupal. Alors là, c'est du usine à gaz. C'est du très compliqué. Et là, il faut être développeur si on veut y accéder ou avoir un développeur. Et là, ça coûte tout de suite 350 € la journée si on a un développeur qui bosse. Donc ça, c'est vraiment pour la base, pour les fondements. Et après, si vous n'y connaissez pas et que vous voulez pas, vous connaissez pas en WMaker ou en autre, vous pouvez aussi, et ça existe, passer par les hébergeurs de podcasts, et que ce soit AudioMeans, Ocha, Podcastix, ils proposent tous un site web, mais qui n'est pas très fun. On peut dire ce qu'on veut, je ne sais pas ce que vous en pensez. Pareil, levez votre main si vous voulez interagir et donner votre avis sur les sites que font les plateformes. Alors c'est bien qu'ils le fassent parce que ça permet de référencer. Par contre, on n'a pas la main sur le design, on n'a pas la main sur un certain nombre de choses où on aimerait avoir la main. Mais c'est vrai que quand on ne sait pas faire de site web, c'est une solution qui permet très simplement. Alors il y en a certains qui permettent de mettre un nom de domaine en principal, d'autres non. En général, je pense que si vous les contactez, ils peuvent vous permettre de mettre ça en marque blanche. Ça peut coûter plus cher que si vous avez l'abonnement classique. Mais là, vous n'avez pas la main sur tout. C'est un peu comme du WMaker, c'est du propriétaire. Vous êtes limité et vous ne pouvez pas faire un blog si vous voulez faire un blog. Vous ne pouvez pas faire une section, ajouter une section si vous voulez ajouter une section. Donc, ce n'est pas vraiment un outil de création de site web. C'est un espèce de truc clé en main qui vous est donné avec votre abonnement. Mais ça a un intérêt, bien entendu, parce que vous êtes référencé aussi. Et Dieu sait que le référencement est important quand on fait ce genre de démarche.
Ensuite, il y a des solutions, et Étienne est là pour en parler. Il y a des solutions qui vous permettent, on l'a testé, et c'est Étienne qui, j'en ai parlé à Étienne il n'y a pas longtemps, parce que on avait, je ne sais pas si vous connaissez l'open source. L'open source, c'est du WordPress, mais encore plus gratuit que le WordPress, parce que c'est un système qui vous permet d'installer des logiciels qui sont totalement gratuits, totalement libres. Il faut quand même avoir un hébergement. Il y a une solution de Adores, qui est une société qui est française, qui a lancé un concept qui s'appelle Castopod. Si quelqu'un connaît dans la room, vous pouvez monter, si vous voulez intervenir avec Étienne, puisque Étienne l'a testé pour vous, et va nous faire un petit retour sur Castopod, qui est en fait, c'est un WordPress, mais dédié aux podcasteurs. C'est ça, Étienne ? Ouais, c'est ça. C'est pas un WordPress, c'est un équivalent de WordPress, mais beaucoup plus simple. Pour l'instant, beaucoup plus simple parce que c'est encore en version bêta. Mais c'est encore assez fermé. Je ne sais pas s'ils comptent intégrer un système de plugin, mais pour l'instant, c'est pas le cas. On peut créer un site très simple. Qui va à l'essentiel, qui permet de mettre ces épisodes avec la description et ça se présente sous forme de blog. Les épisodes apparaissent les uns au-dessus des autres et puis on peut créer des pages indépendantes, mais alors là c'est encore très basique, on peut mettre en gros que du texte et voilà, donc par contre, c'est une solution gratuite si on a un hébergement, parce qu'il faut le mettre chez un hébergeur ou, comme tu disais tout à l'heure, sur une solution maison. Mais voilà, ça permet d'aller vraiment à l'essentiel. Alors, je voudrais quand même retracer un petit peu l'historique de mon podcast, parce que j'ai commencé je voulais pas créer de site au départ. Parce que j'apprenais tout l'univers du podcast, ce qui prend beaucoup de temps, et je voulais pas me prendre la tête à créer en plus un site, moi qui suis pourtant à la base développeur web, ou peut-être justement je me suis dit ça va me prendre beaucoup de temps. Je suis allé chez Podcastix, j'ai lancé mon podcast là-dessus, et ça génère automatiquement un site qui aussi se présente sous forme de blog. Bon, c'est très propre, c'est très simple enfin, il n'y a rien à faire même. On publie un épisode, ça apparaît sur le site. On peut éventuellement ajouter des articles, mais on ne peut pas faire beaucoup plus. Mais ça déleste quand même de pas mal de tâches de création, quoi, de sites. Alors après, à la suite de ça, je suis passé chez AudioMints, indépendamment de la question de site, mais pour avoir d'autres fonctionnalités. Et là, bon, ils ont des points forts, mais le site, c'est vraiment pas leur point fort. C'est vraiment une présentation très... Enfin, ça fait vraiment très années 2000, quoi, la présentation du site. Et je me suis dit, bah là, il faut vraiment que je passe que je crée moi-même mon site pour déjà présenter, faire apparaître mes épisodes, et puis mettre du contenu supplémentaire. Donc voilà, je me suis lancé dans un WordPress. J'ai pas mis de plugin de podcast, ce qui est possible. Pour ajouter ces épisodes directement sur WordPress, mais j'ai intégré là un lecteur d'AudioMints, et puis j'ai mis tout mon contenu autour. Bon, voilà, ça m'a pris un petit peu de temps, et là donc Philippe m'a parlé de cette solution Castopod récemment que j'ai testée. Donc ça se présente comme un WordPress très simplifié et orienté podcast. Alors, c'est pas du WordPress, mais... En fait, ils ont copié le concept de WordPress, ouais. Et c'est pour ceux qui connaissent un peu les serveurs, c'est du MySQL, et il faut simplement ouvrir une base de données MySQL, et comme WordPress en a besoin aussi. Au niveau de l'install, est-ce que c'est aussi simple que WordPress, ou c'est quand même... il faut un peu s'y connaître?
C'est équivalent, mais il y a encore quelques petits bugs. Il y a certains moments où, par exemple, il demande de modifier le fichier de config PHP. Alors là, super pour les gens qui ne s'y Ouais, connaissent c'est pas. ça. Ouais. Voilà. Et donc moi-même, j'ai galéré pour trouver le fichier de config parce qu'il y a plein de fichiers PHP dans un dossier. Donc il y a quelques petits trucs qui bloquent. Par exemple, pour mettre un épisode, je peux pas mettre un épisode de plus de 2 mégaoctets, ce qui quand même est très limité, Ah oui. à moins de modifier ce fameux fichier de config. Et puis il y a quelques petites comme ça limitations, mais c'est bon. Donc c'est comme vraiment, ça. on va dire que c'est un peu pour les geeks, et il y en a peut-être qui pensent qu'on parle hébreu quand on parle de PHP, de trucs comme ça. Mais on va dire que ça existe, voilà. Donc Castopod, Ouais. c'est une solution, et ça génère un flux RSS, c'est-à-dire que ça fait comme un hébergeur de podcast, où il faut que tu héberges ton podcast chez un hébergeur. Alors, ça génère le flux RSS. Ouais, Et, donc c'est un et c'est un après- véritable hébergeur. On fait, Ouais, tout à fait. en fait, on est son, c'est un peu, et ça c'est intéressant parce que ça fait site web, et en plus ça vous fait, c'est un peu ce que je pense que tous les Ocha, AudioMeans et autres ont un système comme ça en fait, qui est simplement un site web qui permet d'héberger les podcasts, et qui permet après à chaque nouveau podcast bien sûr de l'afficher dans un endroit. Donc en fait le site que vous avez sur Ocha ou sur AudioMeans, c'est un genre de site comme ça, sauf que au lieu d'aller c'est pas que je suis contre que vous soyez que vous souscriviez à Ocha ou à Podcastix ou à d'autres hébergeurs, parce qu'ils apportent des valeurs ajoutées que vous n'aurez pas avec Castopod. Mais si vous vous y connaissez et que vous avez envie d'être votre propre hébergeur, chacun peut être son propre hébergeur. Et après, avec ce flux RSS, vous allez chez les Apple Podcasts, vous allez chez les Google Podcasts, chez les Deezer, chez les Spotify, vous donnez ce lien RSS, et d'un seul coup, ils viennent chercher les datas de votre propre hébergement, de votre propre site web avec votre podcast, et vous êtes présent sur toutes les plateformes. Donc en fait, vous êtes un peu plus autonome, et vos MP3 vous appartiennent sur le serveur que vous avez acheté chez OVH, chez One on One ou autre, ou que vous avez chez vous, parce que vous pouvez carrément être totalement autonome si vous avez une bonne fibre optique chez vous, et ce qu'on appelle un serveur voilà, les Synology sont des serveurs très simples qui coûtent pas très très cher, dans lesquels vous pouvez mettre des gros disques durs. Nous on en a un à la Radio House qui nous sert justement, on s'en sert pas pour faire des sites web, mais on peut, et donc on peut être totalement autonome si on veut, avec cet accès à la fibre optique, si on ne coupe pas les câbles sous-marins, comme j'ai vu dans l'actualité. Ça c'est un autre problème. Étienne, donc après, est-ce que en termes de site web, donc tu parlais des expériences que tu as eues un peu diverses et variées, et donc tu as fait un site web toi sur WordPress, c'est ça? Oui, c'est ça. Au final. Ouais. Et donc l'intérêt d'avoir un site web, alors il est multiple bien entendu. Vas-y, file-nous ton adresse pour que je regarde. Il est quand même pas, il est pas. C'est très pas un travaillé, graphiste. mais On n'a pas dit que c'était un c'est graphiste. c'est On s'en fout, micro-cravate.com. Micro-cravate. Ouais, d'ailleurs, si vous voulez aller écouter le podcast d'Étienne, je vous le mets en lien, micro-cravate.com. Voilà, voilà, donc hop, comme ça vous pouvez aller écouter le podcast si vous voulez, si ça vous intéresse. C'est assez sympa ce que fait Étienne, est assez marrant. Donc un site web, concrètement, moi j'aurais tendance à vous dire que c'est bien d'en faire un. Il faut que vous définissiez d'abord, est-ce que vous faites ça comme un site de vitrine? Si c'est de la vitrine, quelle est votre compétence? Et si vous avez une compétence quelconque, en effet, moi je vous conseille fortement de faire... alors, il y a une solution qu'on utilise maintenant pour gagner du temps aussi, même si au final c'est aussi du travail, hein, et on le voit avec Opidum, que j'ai toujours pas mis à jour, alors que Fred a 5 épisodes qui m'a déjà envoyé depuis longtemps et que j'ai pas mis à jour. Mais ça c'est un problème de
temps disponible aussi. C'est Yonos. Vous connaissez certainement l'hébergeur Yonos, one-on-one. Hein, j'ai pas d'action non plus dans chez eux. Mais ils proposent en fait un outil qui au début était vraiment pas génial pour créer des sites web. Et là, ils ont vraiment fait évoluer la solution. Et je me suis retrouvé petit à petit à utiliser cette solution qui est vraiment très intuitive et surtout quand on a besoin de faire un site en multilingue qui est juste magique. Ça, c'est un des problèmes aussi dans la création de sites web, c'est le multilingue. Le multilingue sur WordPress est gérable, mais c'est tout un... faut vraiment avoir envie. Là, avec Yonos, et je ne l'ai pas trouvé chez beaucoup d'autres hébergeurs, vous faites votre version française. Je prends l'exemple, c'est pas pour faire de la pub, hein, même si ça vous intéresse directement, parce que ça a lieu dans 2 mois et qu'on vous attend tous pour venir au salon. J'ai créé le site du Paris Radio Show que j'ai ouvert lundi. Donc vous voyez, ça date il n'y a pas longtemps, 2 jours. On l'a fait sur Yonos, sur l'outil en fait de créateur de site web de Yonos. Et Yonos, quand vous achetez votre domaine et que vous achetez votre hébergement, le domaine est gratuit et l'hébergement, c'est 1 euro par mois pendant 12 mois. Voilà, simplement pour vous donner les tarifs. Et après, ça passe à 10 euros par mois. Donc, on n'est pas sur du truc. Et ils incluent le système de création de WordPress avec plein de templates qui ne sont pas aussi poussés que ce que vous allez trouver sur WordPress, mais qui, vous allez voir, font quand même le job et sont assez sympas. Donc, on a, si vous allez sur le site, je vais vous l'éditer dans le link parce qu'on vous invite tous à venir au salon. C'est gratuit en même temps, hein, pour tous les podcasteurs, les professionnels de la radio. C'est gratuit. Donc, je vous invite à aller voir ça. C'est parisradioshow.com. Étienne, est-ce que tu peux prendre le relais 30 secondes parce que je dois aller faire un petit truc urgent et c'était pas prévu. Hop, Radio Show, je vous mets ça et vous pouvez aller voir le site et faire un petit tour et on vous invite le 2 et le 3 juin à venir et je suis là dans 2 minutes, Étienne, donc je te laisse meubler. D'accord, ben je vais meubler. Oui, qu'est-ce que je peux rajouter oui, alors comme je disais tout à l'heure, c'est vrai que quand on se lance dans le podcast, c'est pas évident de tout gérer parce que il faut apprendre tout l'univers du podcast. Il y a la technique et tout ça. Ensuite, si on se rajoute la tâche de devoir faire un site web, c'est un peu compliqué. On peut aussi acheter un site web à un créateur. Mais c'est vrai qu'il faut quand même, il faut pas, je parle site et hébergeur à la fois, il faut pas forcément aller à l'économie et essayer de faire un truc gratuit à tout prix parce que là, Philippe parlait d'héberger le site chez soi ou même le podcast. Parfois, ça peut être un petit peu délicat si par exemple, on est sur un vieux serveur qu'on a ressorti de la cave et qui se met à planter, le podcast, il est plus du tout, il est plus disponible et ça, c'est franchement dommage. Alors qu'il y a les hébergeurs en ligne comme Podcastix, AudioMins, Ocha et tout ça qui coûtent une ou 2 dizaines d'euros par mois. Et même moins cher, Podcastix, ça doit être, c'est quoi, c'est 4 euros, 4 euros je pense là. 4 euros sans l'hébergement, ouais. Fred, tu voulais... Non, c'est quand même curieux que vous parliez pas de l'intérêt du site parce qu'on peut avoir n'importe quel moteur. Mais parce qu'on est des techniciens, nous. Je vois. Allez, remets le contexte du programme. Non, du pas contenu. du tout. Mais... Si, t'as raison. Mais t'as raison. C'est juste une remarque parce que ce qui va faire, comme je le disais précédemment, effectivement, moi je croise sur le web des sites qui sont visuellement brague-ballant, quoi, relativement pauvres visuellement et qui, ça n'en reste pas moins des sites qui sont très intéressants parce qu'il y a un intérêt qui est probant, qui est très concret dans le cadre du contenu, c'est-à-dire du podcast ou des bonus que tu peux y mettre. Moi, ce que je note, c'est qu'à la base, moi, je suis pas un technicien. Donc, ce qui me fait peur, c'est que si demain, par exemple, je dois lancer un site internet en solo, déjà, j'en serais bien incapable. Et puis, c'est le volume horaire, moi, qui me fait peur. Parce que vous me parlez de template, de design, de widget ou que sais-je encore. Et tout ça, il faut vraiment une technicité. C'est un savoir-faire, c'est un métier à part entière. Et moi, ce qui me fait peur, ce serait le volume horaire que j'aurais à consacrer à cet aspect qui est lié uniquement et strictement à la technicité. Et donc,
forcément à moins consacrer de temps à un contenu strictement sonore. C'est ça qui me fait peur. Les solutions, effectivement, après, sont rares. Tu peux faire un médium aussi. Hein. Tu peux aussi faire un site simplement pour le contenu que tu vas y faire. Tu emples ton code et c'est peut-être suffisant en termes de référencement. Ouais. Après, tout le monde veut, par exemple, moi je voulais un blog, j'ai un blog, mais encore une fois, il s'agit de... Moi je frappe à la porte, 5 minutes après j'ai un blog. Mais je comprends les gens parce que quand on est en solo, et puis Philippe, quand on est en solo, tu sais bien que on veut véritablement un blog ou un site différent des autres. On veut quelque chose qui soit à son image, et plus on veut que ça colle à son image, plus il faut du temps, plus il faut de l'argent. Ça, je le comprends. C'est pour ça que je crois pas trop. Il y a eu une époque des Skyblogs, Skynet. Qui proposait des blogs, c'était il y a bien longtemps, il y a 15-20 ans, bon, c'était une autre époque. Aujourd'hui, ça me semble être compliqué de partir sur un blog qui est similaire à des milliers ou à des dizaines de milliers ou à des centaines de milliers d'autres. Voilà. Après, il y a un truc, il y a un constat quand même sur un site web, et ça c'est unanime, c'est que on reste sur un écran. Et que sur un écran, on ne peut pas non plus faire des choses exceptionnelles et incroyables. Et ce qu'il faut dans un premier temps, parce qu'il y a des sites, alors il y a des sites qui sont super développés, où il y a vraiment une interaction avec des JavaScript, avec des trucs très conceptuels. En général, ça ne marche pas trop. C'est surtout pour faire plaisir aux clients et pour être un peu conceptuel. Et il y a des sites très très différents, mais en général, la navigation est pas forcément la plus intuitive, même si elle est très jolie et très design. Donc en fait, un site, on a quand même une limite malheureuse qui est cette 2D, c'est-à-dire qu'on a un écran face à soi et il faut qu'on l'habille. Et pour l'habiller, alors oui, le design est important, mais c'est surtout la ligne de flottaison, c'est-à-dire qu'est-ce que vous allez, quand vous arrivez sur votre écran ou sur votre téléphone portable, parce que maintenant plus de 50% de l'audience des sites se font sur les téléphones mobiles, et sur les téléphones mobiles, c'est encore pire, c'est-à-dire que le design et le look d'une application est encore plus complexe parce que c'est encore plus simple en fait. Il n'y a pas beaucoup d'infos que tu peux mettre dans un écran de téléphone. Donc le design est important, et c'est vrai que quand on veut faire un site web, si vous n'avez pas vos éléments graphiques, si vous n'avez pas... alors maintenant il y a des outils, Canva vous permet de simplifier aussi votre création graphique, vous n'avez plus besoin d'être des designers, mais tout ça c'est du temps, et c'est des éléments qu'il faut préparer en amont avant de faire votre site. Donc c'est vrai que ça demande quand même de l'énergie, du temps, quelques compétences. C'est pas pour vous pour démotiver et pour dire le contraire. Mais même avec Yonos, le système de Yonos, c'est vraiment très très simple parce que là vous avez des cases à remplir. C'est-à-dire vous cliquez sur la photo, vous la modifiez, vous changez, vous mettez votre propre photo et d'un seul coup c'est votre site. Vous cliquez sur le texte, vous changez le texte, c'est votre texte. Et d'autant plus que l'audience elle n'est pas directement sur le site web. Aujourd'hui on le voit bien. Quand il y a une panne sur Facebook, Twitter, Instagram, ça se répercute automatiquement et instantanément sur l'audience du site. Donc voilà, un site c'est bien, ensuite il faut le faire vivre, il faut prouver son intérêt quotidiennement, ce qui n'est pas forcément facile parce que effectivement, ensuite il y a une notion de pauvreté qui débouche de cette stratégie-là. Si vous faites qu'un podcast par mois, il ne va pas se remplir. On veut toujours que le site soit vivant, qu'il y ait beaucoup de contenu. Ce n'est pas aussi simple que ça. Et moi, je persiste et signe. Si vous lancez un site, si vous ouvrez un site, il faut un minimum de pages. Mais un minimum de chez minimum, quoi. 4-5 pages, c'est déjà énorme pour un site parce qu'il faut comment dirais-je, leur donner à manger quotidiennement. Et puis, il ne faut pas être non plus très optimiste puisque l'audience, elle ne se trouve pas sur le site. Elle converge via différents supports et en particulier via les réseaux sociaux. Il y a un gros travail à faire sur les réseaux sociaux pour faire transiter l'audience ensuite sur un site internet. C'est pour ça que moi, je voyais plus ça comme une sorte de quartier général qui met en avant, alors certes vos productions par exemple, mais aussi vos valeurs, votre philosophie, vos couleurs, ce que vous représentez. C'est plus une porte d'entrée, une sorte de carte d'identité finalement du podcasteur, où on va trouver une multitude de choses, pas forcément que du podcast, mais encore une fois, je le répète, on peut avoir des sites très pauvres visuellement, complètement épurés, faute de moyens, mais avec un réel intérêt et qui vont générer une grosse audience. Alors je pense qu'il y a un enjeu majeur dans ce que tu dis, c'est le quartier général. Quel est aujourd'hui votre quartier général
de votre média. Moi, j'appelle ça un médiamètre. Quel est votre médiamètre ? C'est-à-dire, quel est le média vers lequel vous envoyez votre... voilà, il y a un goulot en fait d'étranglement où vous envoyez tous vos auditeurs, où vous envoyez toutes les personnes avec lesquelles vous êtes en relation. Est-ce que vous avez cette espèce d'entonnoir qui se dirige vers quel médiamètre ? Si c'est Facebook, vous avez un souci parce que si vous envoyez tout le monde sur Facebook ou sur Instagram, c'est compliqué pour récupérer les datas, les données que vous pouvez pas savoir qui vous écoute, qui... alors oui, vous allez voir qui vous like, vous allez avoir votre réseautage, mais vous n'allez pas pouvoir exporter les données. Et les datas, on sait à quel point c'est important pour un podcasteur de savoir qui l'écoute. Donc en fait, votre site web, à quoi il va pouvoir servir ? Et je pense que c'est ça qu'il faut se mettre dans la tête quand on veut faire un site web. C'est, oui, vous pouvez faire un site web de vitrine. Et le problème d'un site web de vitrine, comme dit Fred, c'est que c'est comme lancer une boutique dans une petite rue. Je prends toujours cet exemple quand on veut lancer un podcast. On croit que les gens vont venir l'écouter. On croit que on pense que les gens vont venir voir votre site web ou que Google va vous mettre en avant. Non, mais il ne faut pas rêver. Ça ne vient pas comme ça. Il faut faire de la promotion, il faut en parler et il faut que vous ayez ce goulot d'étranglement, cette espèce d'entonnoir qui dirige vers votre site web. Mais quand ils arrivent sur votre site web, il faut que vous ayez prévu de pouvoir leur donner quelque chose à manger pour qu'éventuellement ils s'inscrivent et que s'ils s'inscrivent, ils aient un éventuel bonus. Et là, qu'est-ce que vous avez ? D'un seul coup, vous avez votre quartier général où non seulement vous avez votre contenu qui est gratuit, qui est libre, qui est accessible et les gens peuvent y accéder, mais en plus, ils peuvent avoir un petit bonus et ce petit bonus vous permet de qualifier vos auditeurs. Et Dieu sait qu'à terme, parce qu'on en parlait encore récemment dans les interviews pour Podcast Magazine, et vous verrez ça, vous lirez ça dans les links si vous avez envie de vous le procurer, c'est que aujourd'hui, il n'y a pas 36 solutions. Votre podcast vous prend du temps. Ce temps, vous ne pourrez pas, si vous voulez en faire quelque chose de récurrent, d'engageant, vous serez obligé de passer soit la moitié de votre temps à faire ça, soit un temps complet. Donc ça va vous demander à un moment ou à un autre de l'argent. Alors je sais qu'on fait ça par passion parce qu'on adore le podcast, on adore les trucs et on se lance et on se dit ouais, la monétisation c'est après. Sauf que vous allez arriver devant ce fait accompli. Et on ne vous dit pas de mettre de la pub débile devant, en pré-roll ou en post-roll, désolé de l'expression, mais un jour, vous allez peut-être avoir quelqu'un parce que vous faites du contenu intéressant ou vous allez avoir besoin de le monétiser. Et pour le monétiser, vous allez faire comment ? La personne, elle va vous dire, mais ok, c'est qui votre auditoire ? Et si vous n'avez pas d'informations sur qui vous écoute, si simplement vous dites, j'ai 2000 followers sur Twitter et 10 000 sur Instagram, ouais, ok, mais c'est qui ces gens-là ? Donc, si vous faites un site web et que vous avez cette qualification et que vous pouvez avoir une inscription au début très simple et après alimenter en restant en contact, en envoyant une newsletter toutes les semaines avec votre podcast en disant vous êtes qui ? N'hésitez pas à rentrer en contact avec moi. Et là, d'un seul coup, vous allez qualifier votre audience. Et si un jour vous voulez monétiser avec du host read, qui est aujourd'hui ce qui est le plus recommandé pour le podcast, c'est cette publicité que l'animateur, en fait, la personne qui incarne le podcast dit en choisissant bien sûr la marque, parce que si vous choisissez une marque que vos auditeurs n'aiment pas, vous allez vous faire allumer. Eh bien là, ça va vous permettre de pouvoir la qualifier, de pouvoir surtout rentrer en contact avec eux parce que vous aurez leur mail, vous aurez leur nom, leur prénom, éventuellement leur numéro de téléphone si vous leur demandez, si vous le donnent. Donc je pense qu'il y a aussi ce côté stratégique auquel il faut penser quand on fait un podcast ou quand on fait un média en général. Prioriser les outils de conversion, voilà, ça c'est sûr. Prioriser les outils de conversion. La newsletter, c'en est un, c'est-à-dire appeler l'internaute à s'abonner. Plus largement, l'abonnement, c'en est un autre aussi. Mais je crois que c'est effectivement un bel état des lieux. Hein. Il ne faut pas que ce soit seulement un showroom, quoi. Une arrière-boutique qui sert à rien. Il faut aussi qu'il y ait une... Mais ça peut, oui, effectivement. Mais le must, c'est quand même d'avoir des outils de conversion qui te permettent de récupérer de l'adresse, de faire vivre une communauté, etc., etc. Donc prioritairement, moi, l'outil Bon, moi, je suis podcasteur, je veux créer un site web. Déjà, la première chose, c'est est-ce que je peux intégrer des codes
pour intégrer un lecteur sur une page? Est-ce que le site que j'utilise, le moteur que j'utilise me permet d'insérer des lecteurs? Visuellement, à quoi il ressemble? Si c'est catchy, si c'est pas catchy. Est-ce qu'il y a une possibilité de s'abonner à une newsletter? Est-ce qu'il y a une bonne possibilité de partage du podcast aussi? Parce que ça, tu vois, par exemple, sur des sites, tu as beau partager, ça prend pas l'image. Tu vois, c'est des petits trucs, c'est des petits détails. Ça va pas importer ou exporter l'image de ton article, ça va mal se partager. Donc, est-ce que l'outil, déjà, il propose un outil qui partage correctement les articles, les bonus, les podcasts que je mets en ligne sur mon site? Et ça, moi, je crois que c'est vraiment les 3 outils de conversion que je prioriserai en premier. Peut-être un design un peu particulier. Moi, je pense que, tu sais, comme Philippe l'a dit tout à l'heure, il y a des milliers de templates possibles. Ce qui fait la différence, c'est pas le template. Ce qui fait la différence, c'est le visuel. C'est tu as 2 couleurs, pas plus, 2 polices de caractères, pas plus. Déjà, ça se tient. Tu vois, c'est pas la Renault 5 des années 80 où tu avais une grande antenne, des jantes, des longues portées, de la peau de mouton sur le volant. Il faut éviter tout ça. Faut être sobre, et une fois que le truc est bien sapé, c'est-à-dire que tu as investi au moins auprès d'un graphiste pour qu'il te fasse 2-3 trucs sympas, voilà, muscler l'intérêt et privilégier des outils de conversion. Moi, c'est ce que je ferai et je m'en tiendrai uniquement à ça. Ouais, Étienne nous fait un petit coucou sur le chat en disant qu'attention, 1000 followers, c'est pas forcément 1000 personnes qui vont voir l'article. Absolument. C'est l'algo va maximum pousser à 200. On accueille Zuber, dont voilà, salut Zuber, bienvenue, et puis après Christophe qui veulent réagir. Vas-y Zuber, à toi. Salut à tout le monde, salut Philippe, salut Frédéric. Moi j'avais une question, pourquoi un site internet? Je m'explique, on a des plateformes comme Ocha, comme Encore, comme pas mal d'autres qui vous proposent une page web qui va ressortir un petit peu tous vos podcasts. Le problème c'est qu'on va se retrouver avec une page de podcast, une page de blog qui reprend notre podcast. Pourquoi faire un site web? Ouais, ça c'est tout à fait respectable et on en a parlé tout à l'heure. C'est-à-dire que oui, ils ont des sites web qui vous permettent ça. Après, c'est limité. C'est-à-dire que si tu veux aller au-delà du simple podcast que tu veux publier, imaginons que tu veuilles faire un blog avec du contenu textuel qui va au-delà de ton podcast, tu veux faire un bonus que tu veux proposer à tes auditeurs, tu ne vas pas pouvoir le faire. En fait, tu as une certaine limite. C'est génial parce que il n'y a pas d'outil de conversion. C'est libre, c'est accessible. Tu peux même t'abonner à une newsletter maintenant sur Ocha, pas toutes les plateformes, mais Ocha le permet. Donc, il y a des fonctionnalités qui sont vraiment super avancées, mais tu as cette limite si tu veux aller plus loin. Et il y a toujours des gens qui veulent aller plus loin, qui veulent justement faire passer ce côté conversion, aller peut-être proposer des contenus différents, supplémentaires sur le site web et faire du site web le véritable quartier général de la petite structure qu'on monte, qui est d'abord un podcast, qui peut se transformer ensuite en autre chose, en une structure, en aussi proposer des podcasts pour les autres. Et donc, c'est vrai que là, tu vas arriver à ta limite avec les sites automatiques qui sont proposés. Et en effet, je suis d'accord avec toi, c'est-à-dire que la multiplicité, par contre, est un problème. C'est-à-dire qu'il te propose un site web sans te demander si tu en veux un. Et il référence ton contenu donc ça peut aussi générer du duplicate content. Ceux qui connaissent le duplicate content, c'est si jamais un contenu est exactement le même dans 2 sites, Google vous référence moins bien. Fred. Non, mais je suis d'accord. Moi, je suis pour une souveraineté. Pour une souveraineté des plateformes numériques en France et pour une souveraineté de l'individu. Je peux pas dire plus. À partir du moment, plus tu es autonome, et on le voit bien aujourd'hui, très clairement, je vais pas faire une analogie bizarre, mais plus tu es autonome, moins tu as de problèmes. Donc le truc, c'est effectivement, moi j'aime bien l'idée du serveur dans le garage ou dans ton bureau qui te permet de tout traiter et de maîtriser toute la chaîne. Tu es autonome. Et aujourd'hui, on le voit bien,
si tu n'as pas besoin de gasoil, t'es beaucoup plus autonome ou tu vas dépenser beaucoup moins d'argent que certains qui en ont besoin à hauteur de 150 km tous les jours. Si tu as des panneaux solaires chez toi, c'est un peu la même chose. Bon, mais si tu as ta propre structure, tu as cette liberté qui caractérise une souveraineté de l'individu, une indépendance, une sorte d'autonomie. Il ne s'agit pas de vivre dans un trou à rats au fin fond de la campagne de la Lozère, c'est pas ce que je dis, mais il faut être dans toute chose prévoyant et autonome. Et je pense que quand on l'est, on ne réussit que mieux sa démarche, son travail quotidiennement, et on n'est pas pieds et poings liés à ce que peuvent proposer des hébergeurs en matière de sites internet. Moi, je n'ai pas à juger la démarche de certains hébergeurs. C'est très bien, hein, moi, pour les gens qui n'en ont pas les moyens, qui n'ont pas les moyens financiers, les capacités techniques, les moyens en termes de temps. En revanche, il ne faut pas venir se plaindre parce que le truc, comme le disait Philippe, on atteint ses limites très très rapidement, quoi. Et donc, c'est doublement de travail qu'il faudra faire ensuite pour rebasculer sur une structure un peu plus indépendante. Donc, voilà, ce que ça, c'est un point mais pour de vue, certains, Zuber, tu as raison, pour certains, c'est totalement suffisant. Ben oui, si ça l'est, c'est très bien, mais encore une fois, c'est comme il y a autant de programmateurs musicaux qu'il y a de programmation à la radio, comme il y a autant de sélectionneurs de l'équipe de France un soir de match de foot de l'équipe de France. Donc moi, je comprends qu'il y ait des avis qui soient différents, et c'est tant mieux. Mais moi, il me semble que selon mon expérience, plus tu es autonome, plus tu es indépendant, moins tu t'exposes à des problématiques. Voilà. Si je me permets, je suis tout à fait d'accord avec toi, Frédéric, pardon. Et je suis dans cette logique, mais ça complexifie le travail. Ah, c'est sûr. Et le podcast ne devient plus un plaisir, parce que ça devient compliqué Oui, juste c'est sûr. d'être vu. Ouais. C'est-à-dire tout le travail qu'on doit faire, on doit avoir son site web, sa structure, ses moyens de communication, retravailler chacun de ses visuels, parce que ces plateformes ne proposent pas des visuels honnêtement beaux, ils sont moches. Oui, tu vois, Voilà. tu atteins tes limites très rapidement, par Voilà. exemple, sur le plan du graphisme, on est d'accord. Ouais. Ah mais moi je fais tout seul. Hein. Je fais tout Ouais, seul. mais c'est- je fais tout c'est seul chiant. aussi. Hein. Alors toi, Ouais, en plus, c'est c'est dur. peut-être plus compliqué pour toi que pour d'autres. Mais il y a des outils qui te permettent de simplifier toute cette gestion-là. Et quand tu veux aller plus loin et que tu veux du plus spécialisé, obligatoirement, ça va te prendre plus de temps et plus de compétences. Donc c'est Ah oui, mais et dans tous les niveaux de la vie. Hein. Ça marche pour tous les niveaux de la vie, pour quelles que soient les actions familiales, amicales, dans ce cas ici professionnel. Ça c'est évident. Et puis ça dépend aussi de la stratégie que tu as au tout début. Je pense que c'est bien. Alors on peut partir comme ça, la fleur au bout du fusil, si j'ose dire, en disant je vais faire un podcast pour m'amuser, d'accord. Mais je crois qu'il y a 2-3 questions que tu dois te poser. Pendant combien de temps? Est-ce que je suis capable de fournir un épisode par semaine? Est-ce que je suis capable moi-même de faire des visuels? Est-ce que j'ai un petit budget pour solliciter quelqu'un d'autre? Voilà, c'est de vraies questions fondamentales qu'il faut se poser, par exemple, en début de saison. Mais encore une fois, je le répète, hein, Philippe, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, moi, j'ai rien contre les structures, les hébergeurs qui proposent des solutions comme ça, un peu à la McDo, quoi, un peu à la Burger King, mais voilà, je sais qu'elle dépanne, c'est très bien, mais si tu veux donner quand même un peu de musculature à ton travail, voilà, ça me paraît être compliqué, quoi. Ouais, non, mais ça c'est clair. Donc, si vous avez des questions, voilà, technique ou contenu, parce que le contenu, on n'en a pas parlé, mais bien entendu, il faut alimenter le site, c'est le référencement s'en ressentira, le visiteur aussi bien entendu, il verra qu'il y a quelque chose de nouveau, donc un site qui n'est pas alimenté, on appelle ça un site vitrine, c'est bien aussi d'avoir un site vitrine, donc en fait on n'est pas en train de vous dire il faut faire ci, il faut faire ça, il faut s'obliger à, il faut s'obliger à ci, il y a simplement des objectifs et selon vos objectifs, vous allez être obligé à un moment d'utiliser des solutions et on peut bien entendu vous accompagner ou vous aider à trouver les solutions les plus simples si vous avez besoin de créer votre site. On le fera pas pour vous parce qu'on n'a pas le temps et c'est pas notre métier. Il y a pour qui voilà, il y a des structures qui font ça très bien.
Mais Il y a plein de communautés en plus, Philippe, aujourd'hui. Oui, Je veux dire, et- il s'agit, franchement, hein, Mais voilà, on peut vous se faire donner des amis dans les communautés. on peut vous donner des trucs, on peut vous donner des trucs et des astuces qui vont peut-être dans votre situation par rapport à ce que vous avez, vous fera gagner du temps. Et c'est un peu le concept du club, hein. C'est aussi de vous faire gagner du temps et de faire en sorte que qu'on puisse éventuellement vous apporter quelques trucs. Donc n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez par mail, hein, ou dans le chat ou sur Clubhouse. On est vraiment accessible assez facilement sur les réseaux sociaux. Si vous avez des projets, que vous soyez dans la room ou que vous écoutiez en replay, n'hésitez pas et on vous dira quels sont les outils qu'on utilise et quel qui peut être le plus simple pour vous en tant que podcasteur, sachant que bien entendu l'objectif c'est que vous soyez écouté et que vous apportiez une valeur ajoutée dans les contenus que vous faites. Mais en effet on peut aussi être simplement présent sur Apple Podcast ou sur une seule plateforme, hein, et ça peut suffire, hein. Souvent le fait d'avoir accès à plein de choses, à un site web, à des réseaux sociaux, à des la multiplicité peut aussi ne veut pas dire que vous aurez plus d'auditeurs grâce à ça, et même peut-être le contraire, hein. Je pense qu'il faut peut-être savoir se dire je vais utiliser que par exemple Instagram et je vais avoir mon site web où je veux que les gens aillent d'Instagram vers mon site web, mais je pense qu'il faut avoir quand même une logique de communication dès que vous avez plusieurs réseaux sociaux, dès que vous avez un site web, dès que vous êtes Seosha, vous avez aussi une plateforme. Réfléchissez un peu, mettez sur un papier les différentes plateformes que vous avez, mettez aussi sur le papier ce que vous voulez faire avec votre podcast. Est-ce que vous avez envie d'identifier vos auditeurs ou pas du tout? Est-ce que c'est pas un problème? Et à partir de là, vous verrez vite ce dont vous avez besoin au final, et vers où est-ce que vous voulez les diriger. Une page Facebook peut suffire si vous n'avez aucun objectif de savoir qui sont vos éditeurs, ou simplement interagir avec eux sur la messagerie sur Messenger, sur Facebook. Très bien, aucun problème, hein. Ça, c'est pas ça qui va faire une différence si votre communauté est sur Facebook et vous voulez la garder là. Voilà. Après, vous savez que c'est Facebook qui gagne de l'argent sur votre dos. C'est tout. Le mot de la fin, il est 14h. Étienne, un petit mot de la fin, Fred. Moi, je dirais que le temps passe vite et que ce qui nous manque aujourd'hui, c'est pas du temps, mais c'est de la patience. On le voit bien, il faut prendre son temps, certes, mais faire preuve de patience quand on se lance dans une aventure comme celle qui s'articule autour du podcast, et en particulier quand on n'a pas, comme moi, les compétences techniques pour créer un site web. Il faut souvent passer plusieurs heures, hein, voire même des dizaines d'heures. Ouais, Christophe qui devait monter et puis qui est rentré en rendez-vous, envoie simplement sur le chat une chose importante et on peut terminer là-dessus, le SEO. Donc le SEO, c'est le Search Engine Optimization, c'est l'optimisation naturelle de votre site web, s'il est bien fait, et il note que, attention, pour qu'on puisse activer l'audience, il faut penser au SEO, et surtout d'avoir, quand vous faites votre site, et en général quand vous êtes sur WordPress ou sur Yonos ou tout ça, c'est d'office intégré, d'avoir une version adaptée en mobile, soit en responsive, soit en adaptative design. C'est deux technologies un peu différentes, mais qui se ressemblent beaucoup. La différence, c'est que le responsive, vous allez avoir différents formats d'images qui sont vraiment différentes, alors que l'adaptative, c'est vous avez la même image, mais qui va être réduit au fur et à mesure. Si vous êtes selon l'écran dans lequel vous êtes, ils vont prendre la même image et ils vont la réduire, alors que le responsive, on va avoir des formats différents selon l'affichage, si vous êtes sur une tablette, un téléphone ou un ordinateur grand écran ou moyen écran. Donc il y a 4 fichiers différents, là où l'adaptatif va avoir qu'un seul fichier et il va le réduire au fur et à mesure selon l'écran que vous utilisez. Le device. Et le device, ouais, tout à fait. Et moi, j'aimerais juste rajouter l'accessibilité. Oui, vas-y, Zuber. Ouais, bien sûr. Toi, aujourd'hui, Alors, c'est quoi le plus accessible pour toi en site web et en outils? C'est encore. Encore on va expliquer ce qu'est encore peut-être pour ceux qui ne connaissent pas. Tu peux nous dire rapidement ce que c'est encore? Encore est une plateforme d'hébergement de podcasts et de création.
de podcast. Et en même temps, c'est vrai que on a quand même quelques petites stats sur les écoutes et sur les devices qui écoutent. Et c'est en partenariat avec Spotify pour monétiser aussi le podcast. Ouais, c'est ça. Donc c'est un outil. Et là, pour toi, c'est vraiment le plus abouti en termes d'accessibilité. Ah ouais, complètement. Ben ça, c'est important parce que c'est vrai qu'on en a parlé avec les hébergeurs qu'on a invités dans les rooms, les Ocha, les Audiomins, les Podcastix. C'est pas forcément leur priorité. Ah ouais, mais c'est quand même 23%, c'est 15% de la population mondiale et 23% de la population française. Oui, et en plus, je pense qu'ils devraient se sentir beaucoup plus concernés dans le secteur du podcast parce que c'est l'audio qui est important et on sait bien que l'audio est aussi beaucoup consommé par les malvoyants notamment et donc ils devraient y faire peut-être un peu plus attention. Oui, et puis ça répondrait à leurs valeurs. Le monde du podcast aime bien mettre en avant des valeurs, notamment d'inclusivité, je pense à celle-ci, mais il y en a bien d'autres. Donc ce serait tout à fait normal et logique qu'il y ait un coup d'accélérateur sur l'accessibilité. Ouais. C'est évident. Et ce qui est marrant, c'est que la plupart des déficients visuels dans le monde créent eux-mêmes leur propre site web, hébergent eux-mêmes leur podcast, donc ils créent eux-mêmes leur univers sans dépendre des autres. Ouais, c'est fort. Donc voilà. Bah écoutez, merci. Un petit coucou à Sandra qui nous met un petit message dans le chat. Merci pour les conseils bien utiles. Et alors que tu viens de lancer ta saison 3, mets-nous un peu quel est ton podcast d'ailleurs dans le chat. On va écouter ça. N'hésitez pas, si vous avez des podcasts, à nous envoyer vos communiqués de presse. Vous pouvez réécouter le podcast communiqué de presse qu'on a fait il n'y a pas longtemps. Vous allez voir tous les conseils pour nous envoyer des communiqués et faire en sorte qu'on reprenne votre contenu et que d'autres le fassent aussi. Envoyez-nous vos communiqués pour si vous lancez des podcasts ou si vous avez des recos de podcasts que vous aimez. On est vraiment preneur rédaction@lepod.fr pour la partie podcast. Et puis si vous avez des actus radio exceptionnels, des scoops que vous voulez nous envoyer, même si on n'est pas très très scoop, vous pouvez nous les envoyer à rédaction@lalettre.pro. Mais là, on est vraiment dans du B2B, alors que le pod, on est plus dans du B2C. Et on le sera encore plus avec Podcast Magazine. On vous en parlera dans pas longtemps. On va sortir un peu du bois très vite, dans quelques semaines, et vous en serez bien entendu informés. Vous pourrez y participer. On va lancer un réseau social. On va faire la continuation du collectif Pod qui va devenir ce podcast magazine. Et on est très heureux et on a beaucoup d'ambition avec ce projet. Et on espère que vous vous engagerez tous et vous nous soutiendrez tous pour le lancement de ce magazine qui sortira en kiosque si tout se passe bien. Lancement prévu en juin. Peut-être pas en kiosque en juin parce qu'on a une petite pénurie de papier qui nous embête un petit peu. Mais on va tout faire pour, quoi qu'il arrive, lancer le projet en juin. Merci, monsieur Brelatour, pour ces petits... merci. La semaine prochaine, je vois qu'on parlera d'Instagram. Alors là, je préfère vous le dire honnêtement, il ne faut pas compter sur moi sur Instagram. Je ne sais même pas comment ça marche. Je crois que c'est Lucas qui m'avait installé sur mon portable Instagram. Donc voilà, je sais. Alors là, vraiment, je ne sais pas quoi dire. Non, on va demander à des podcasteurs de venir co-hoster la room qui sont actifs sur Instagram. Et on va essayer de... Je vais essayer d'appeler Sarah Trey-Stéphanie pour voir si elle peut se joindre à nous. Sarah qui a un podcast qui s'appelle Frouch et qui est très très présente sur Instagram, qui fait vraiment beaucoup de stories et il y a même je pense une série de son podcast qui est beaucoup sur Instagram et qui l'utilise et qui connaît un peu toutes les clés. Je vais essayer de l'inviter pour voir si elle est OK pour venir la semaine prochaine. Je ferai un billet sur la non-utilité des réseaux sociaux. Voilà. Allez, non-utilité des réseaux sociaux. C'est ça, ouais, exactement. Super. Merci. Ouais, c'est top la saison 3 de Frouch. Alors, j'ai pas écouté la saison 2 parce que c'est en exclusivité sur Spotify. Frouch et Sarah, là, pour la petite histoire, je l'ai rencontré à son 3e épisode de la première saison. Et si vous êtes intéressé, je l'ai rencontré, on a fait un podcast que j'ai mis à télécharger sur le premier magazine Le Pod. Si vous téléchargez
la version digitale du pod. Vous allez sur le pod.fr, en haut dans les magazines, vous allez sur le premier magazine et on parle de Fruitch et il y a un petit son que vous pouvez écouter où je suis allé interviewer Sarah au tout début, avant qu'elle soit connue, avant qu'elle ait un prix au Paris Podcast Festival, et que maintenant j'ai même appris hier qu'elle avait un nouveau projet et elle était très très sollicitée en tant qu'autrice de podcasts dont vous allez entendre parler. Voilà, merci à tous et à toutes. À la semaine prochaine pour ceux qui veulent, pour parler d'Instagram. Ouais. Si vous voulez co-hoster, contactez-nous aussi. On vous accueille avec plaisir si vous avez des choses à dire sur Instagram pour la semaine prochaine ou les semaines suivantes, bien entendu. Merci Étienne d'être passé. Zuber, je te dis pas merci parce que tu es au téléphone. Et merci quand même pour nous avoir alertés sur cette accessibilité qui est super importante et auquel on y fait, on essaye de sensibiliser l'ensemble des acteurs que l'on rencontre dans nos événements professionnels. Allez, on va bosser un peu. Salut Philippe. Salut. Ciao. Salut tout le monde. 68e. C'est intéressant parce que je suis vraiment le cordonnier. Merci pour ce billet. Les gens qui disent non, il faut mettre un tiret. Oui, mais j'ai Télévis, ça faut pas mettre de tiret. Sérum de qualité. Vous êtes les bienvenus bonjour, merci. sur stage pour D'abord, il est souvent complexe d'avoir Frédéric, une bonne idée au bon moment. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je sens une certaine pression. Salut tout le monde. C'est exactement ce que j'allais dire.